Bonjour à tous, Bruni Surin, champion olympique, aujourd'hui entrepreneur et conférencier, et bienvenue au podcast Athlètes mondiaux. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruni Surin, champion olympique du 4x100 en 96 avec l'équipe du Canada et co-détenteur du record du Canada du 100 mètres en 9,84. Dans cet épisode, Bruni nous parle notamment d'ambition, de visualisation et de transmission. Bonne écoute. Bonjour Bruni, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. J'ai suivi ton conseil, ta devise de Go Get It, et je t'ai invité. Et je suis très contente de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, mais félicitations pour Go Get It. On va évidemment reparler de ta carrière, mais je voulais d'abord parler des mondiaux de Eugene l'année dernière. Ouais. Parce que quand je regarde les résultats du 4x100 hommes, je repense à Atlanta 96. On était déjà aux États-Unis. Les Américains étaient les favoris du 4x100 hommes. Ils étaient assez confiants. Ouais. Mais au final, qui a gagné? Le Canada. Est-ce que tu penses que tes compatriotes y ont pensé avant la finale, qu'ils se sont dit la génération précédente l'a fait, on peut le faire aussi? Moi, je suis convaincu que oui. De temps en temps, on a l'occasion d'échanger avec la génération actuelle. Puis même moi, j'ai eu la chance d'être analyste pour la télé ici à Montréal. J'ai même dit, je fais confiance aux gars, même si les Américains sont nettement favoris. Si on regarde les Américains, les quatre ont couru pratiquement 9-8, 9-9 en 2022. Et quand on regarde l'équipe canadienne, je crois que le meilleur a été 9,95 et même André Degrasse a fait, je crois, sa meilleure performance en 2022, c'était 10,05. Donc, même avec ça, parce que je sais que les gars quand on parle de travail d'équipe, quand on parle d'avoir confiance avec ses coéquipiers, quand on parle de cohésion, cette synergie-là, je pense que cette génération présente là. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire, je suis confiant qu'on va gagner. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Vous savez que le relais, c'est pas juste une question, oui, il faut être rapide, mais c'est de faire c'est de créer cette cohésion-là ensemble. Et ça fait des miracles. Et on l'a vu encore l'année dernière. Et ça augure bien. Même je me projette à l'avenir pour Paris 2024. Ça promet, ça promet. Mais tu es en train de me dire que le Canada va battre la France à Paris? Vous allez oser? Ouais. C'est sûr que ça va être un beau combat. Bon, je sais que avant, plusieurs années avant, la France était après même le record du monde dans le temps. Bon, après ça est venu les Américains, les Jamaïcains, ainsi de suite. Mais le Canada peut brouiller les cartes, comme le Canada a brouillé les cartes à Eugene. Je crois que le Canada peut brouiller les cartes aussi à Paris 2024. Ça va être très intéressant. Je pense que les Jeux d'Atlanta, justement, ont été un peu un tournant dans ta carrière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, mais je me rappelle encore Atlanta, tous les médias, sans exception, n'avaient que pour les Américains. On avait juste les Américains, même si l'année d'avant, en 95, on était champion du monde. À Göteborg, les Américains n'ont pas pu passer le témoin, je crois que c'était en demi-finale. Et là, ils ont déclaré que, nous, les Canadiens, on était chanceux. Et c'est là qu'ils nous ont donné le rendez-vous ultime. Vous allez voir l'année prochaine à Atlanta et tout ça. Et là, ensuite, les médias ont comme embarqué dedans. Donc, on avait un an de build-up, le grand rendez-vous à Atlanta et tout ça. Mais nous, la façon qu'on a vu ça, on a regardé comment l'arrogance des Américains. Nous, on a créé plutôt cet environnement de fraternité. On a été en camp d'entraînement ensemble. Et c'était pas juste l'entraînement. On s'entraidait, on connaissait nos trucs personnels. Chacun s'entraidait et on était solide. En allant en finale, j'ai regardé mes trois autres coéquipiers, j'ai vu dans leurs yeux confiance absolue. Et moi, dans ma tête, c'est on va gagner, no matter what. Même si tout le monde ne voyait pas sur la plus haute marche du podium, nous, on y croyait. Moi, j'y croyais. Et dès que j'ai eu le témoin de Glenroy Gilbert dans la courbe, parce que là, nous, on était au couloir numéro 6. Et en sortant de la courbe, juste au moment de le donner à Donovan,
j'ai vu qu'il y avait personne dans mon champ de vision parce que les Américains étaient au couloir 4. Donc, dès que j'ai vu personne, je savais que, ben, de toute façon, il y a personne qui va attraper Donovan. J'ai levé tout de suite, j'ai levé tout de suite les bras. Et ce symbole-là, ce symbole-là, aujourd'hui, j'ai une photo chez moi où est-ce qu'on voit, bon, Donovan qui part et moi, je suis derrière lui avec les deux bras comme ça. Ça représente pour moi tout cet aspect-là, cet aspect de faire confiance en soi, cet aspect de travail, de ne pas avoir peur malgré l'environnement externe, mais ça fait des miracles. Et c'est avec cette même philosophie que je poursuis ma vie, que je poursuis dans tout ce que j'entreprends. Mais c'est comme mon slogan le dit, c'est Go get it. C'est tout. Mais oui, ça a changé le courant de ma vie. Aujourd'hui, un de mes chapeaux, je suis conférencier et ça me permet d'aller voir, d'aller parler aux entreprises, de faire des team building. Et c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Le fait de donner aussi en retour, d'encourager les gens, d'encourager les jeunes à l'école. Je touche du bois, c'était parce que j'ai toujours voulu rester impliqué. J'ai toujours voulu partager et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. J'en suis très reconnaissant. Mm. Et à titre individuel, le 100 mètres s'était moins bien passé, Mhm. mais tu en as quand même tiré des enseignements, non? Ah, beaucoup, beaucoup. Puis ça, je le dis souvent dans mes conférences aussi, dans presque toutes mes conférences, dans le fond, parce que souvent, bon, on va me présenter, Bruni, bon, OK, ouais, le Canada, champion olympique, on a gagné la médaille. Et puis ça a pris des années aussi pour que je comprenne au Canada la signification de ça, parce que je me rappelle justement que je sortais d'une conférence et l'entrepreneur qui m'a engagé, dans le fond, il m'a dit, écoute, Brunet, je me rappelle quand on a gagné. Et là, j'ai eu le réflexe de dire, hey, ils viennent de dire on, c'est pas vous. Et tu vois, et là, je faisais attention à ce que les gens disaient, mais c'est on, c'est le Canada, c'est pas Bruni-Surien, Donovan Bailey, ainsi de suite. Là, c'est le Canada qui a gagné. Et aujourd'hui, encore 26 ans, 20, presque 27 ans plus tard, partout ce que je me promène, les gens se rappellent. Et puis, je me rappelle, ça fait partie de l'histoire du Canada. Je suis très privilégié aussi d'avoir fait partie de cette équipe-là. Et je rappelle toujours, mais n'oubliez pas, dans la vie, c'est pas juste oh, wow, c'est pas juste bon, vous voyez la médaille, mais savez-vous que avant cette médaille, 5 jours auparavant, j'ai vécu un cauchemar. J'ai vécu quelque chose que je souhaite pas à mon pire ennemi. Voici ce que j'ai vécu. J'étais deuxième au monde et je voulais aussi gagner au 100 mètres. J'ai frappé un mur. Là, j'étais comme, écoute, je voyais des étoiles, je voyais noir, ma femme qui était là à côté de moi, qui pleurait, mon entraîneur qui se posait 10 000 questions, qui ne comprenait pas. Et cette phase-là, ça a été l'enfer. Ça a été vraiment, c'était le mot pour le dire, là, pour le décrire, c'était l'enfer. Et comment je me suis sorti de ça? J'ai appliqué qu'est-ce que j'ai appris. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quoi, les gens qui vivent des moments difficiles, c'est de se dire, OK, on vit ce moment difficile-là, pourquoi on le vit? Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Il y a une raison. Trouver cette raison-là et ensuite trouver sa solution. De se dire, OK, je suis dedans, voici pourquoi je suis dedans, mais comment je peux me sortir de cette situation-là maintenant et faites les efforts Ouais. au plus vite possible. Et cet exercice-là, c'est exactement ce que j'ai fait. Quand je suis retourné à la maison et je me posais encore des questions, c'est pas juste, la vie est pas juste. Je suis même jusqu'à dire que le bon Dieu n'existe pas. Mmh. Moi, je suis croyant. Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'allais à l'église voilà, comme à tous les dimanches. Mes parents sont croyants. Et à ce moment-là, j'ai même été dire que le bon Dieu n'existe pas. Parce qu'il ne m'aurait pas fait ça à moi. Moi qui est juste, j'essaye d'aider mon prochain, je ne fais pas de mal à personne. Pourquoi on me fait ça? Et là, je me suis dit, ben Bruni, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Et en plein milieu de la nuit, c'est là que j'ai eu un flash. Et là, je me suis dit, mais pourquoi c'est quoi la raison pourquoi je voulais vraiment cette médaille? Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Je le voulais pour mes parents, je le voulais pour mes amis, je le voulais pour mes sponsors et je le voulais pour mon pays, Canada. Et c'est là que je me suis dit, oh là là, mais j'étais pas dans l'équation. Mmh. Et pourtant, l'équation, ce serait moi qui est supposé être numéro un.
Donc, pour moi, la façon que je définis, c'est mon mindset était à off. Et j'ai compris aussi, dans ma préparation olympique, à 3, 4 reprises que je conduisais pour aller à l'entraînement, le feu sacré n'était pas là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? À 3, 4 reprises, j'ai fait un demi-tour, je suis retourné chez moi, j'ai pas été à l'entraînement. Mais ça, j'étais comme dans ma bulle. C'était ma bulle olympique. J'étais focus, focus, focus. J'avais pas compris dans quel état que j'étais. Et je l'ai compris quand j'ai frappé ce mur-là. Et là, je me suis dit, deuxième chose que j'ai appris, qu'est-ce que tu vas faire au plus vite possible? Ben, j'ai changé mon mindset. J'ai dit, ben, Bernie, tu sais quoi? À partir de maintenant, il faut avoir du plaisir à faire ce que tu fais. La raison numéro 1, pourquoi tu le fais, c'est toi. OK? Là, je dis, OK, numéro 1 maintenant, c'est moi. Bon, oui, la famille, les amis, le pays, les sponsors, mais le numéro 1, c'est moi. Et quelques heures plus tard, j'étais dans la piscine. On avait la maison à Atlanta. J'étais dans la piscine et je criais haut et fort, Life is good, la vie est belle, tout ça. Et les gens sont venus me voir. Les gens n'en croyaient pas. Ils m'ont dit, mais écoute, je me rappelle encore, Bruni, are you okay? C'est comme, on comprend pas. Oui, je suis OK. Puis en même temps, je pouvais pas me permettre d'aller voir mes coéquipiers pour la préparation du relais après. Bon, bon, ça va pas. C'est mauvaise influence. Je voulais pas amener ça dans l'équipe. Donc, j'ai tourné la page et 5 jours plus tard, médaille d'or. That's it. Ton histoire est vraiment incroyable. C'est pour ça que je suis contente de t'avoir dans le podcast aujourd'hui parce que je pense que même quand on n'est pas sportif de haut niveau, on peut trouver dans ton histoire des choses auxquelles s'identifier. On Mm. va donc reparler de ton enfance. T'es né en Haïti, c'est ça? Ouais, exactement. T'as des souvenirs de cette époque-là? Oui, quand même. Je suis arrivé à Montréal, au Québec, à l'âge de 7 ans. Mais je me rappelle en Haïti, la maison où on habitait, j'habitais, bon, évidemment, avec mes parents. J'avais mes grands-parents aussi qui habitaient dans la grande maison et mon oncle, ma tante. C'était comme ça, c'était la grande famille habitait là. Je me rappelle, mon école était juste en face de la maison. On avait une grande cour. Et puis moi, à tous les jours, après l'école, qu'est-ce qu'on faisait numéro 1? C'est apprendre tes leçons pour le lendemain. Parce que le lendemain, si tu connaissais pas tes leçons, tu faisais tes devoirs comme il faut, c'était le fouet. Dans ce temps-là, ah ouais, dans ce temps-là, c'était ça. Le professeur avait un pouvoir absolu sur les élèves, avec l'accord des parents. C'était comme ça, la mentalité était comme ça. Et moi, la première chose, j'apprenais mes leçons et tout ça. Et à chaque jour après, je jouais en avant au football, au soccer, comme nous on dit là-bas. Mais je me rappelle, j'ai quelques souvenirs quand même d'Haïti. Malheureusement, je suis jamais retourné jusqu'à maintenant. Ça fait bon, plus de 40 ans, je suis pas retourné. J'ai pas eu l'occasion. Des fois, c'était pas la bonne occasion et tout. Mais oui, j'ai encore quelques mémoires d'Haïti. Au Cap haïtien, où est-ce que j'habitais. Exactement. Ouais. Et donc, à part le foot que tu faisais déjà, t'as commencé quand le sport? J'ai commencé, ben, dans le fond, j'ai toujours fait du sport. Évidemment, à Haïti, à chaque jour, c'était le soccer. Quand je suis arrivé à Montréal, évidemment, les cours d'éducation physique, on avait quoi, peut-être deux fois dans la semaine et les cours d'éducation physique. Je me rappelle, j'étais l'un des plus rapides. Au secondaire, par la suite, ça a été le basketball. D'ailleurs, c'est à cause du basketball que j'ai pas commencé justement l'athlétisme plus tôt. Parce que déjà, depuis à l'âge de 12, 13 ans, il y a un entraîneur qui était sur l'équipe nationale qui m'avait vu et qui m'a détecté et qui voulait m'entraîner. Il m'a donné sa carte, son numéro, puis bon, j'ai jamais appelé. Je dis, bah, je fais ça à cause que c'est l'école, mais je veux pas faire de l'athlétisme, moi, c'est le basket. Mais à chaque année, ce coach-là, cet entraîneur-là, revenait au centre sportif dans notre compétition annuelle de l'école, puis il me donnait toujours sa carte. Bruni, appelle-moi, oui, tu as du talent, nan, nan. Ça a pris 5 ans. Ça a pris 5 ans finalement. Et pourquoi j'ai commencé? Parce qu'en secondaire 5, là, j'étais rendu à l'âge de 17 ans. C'est là que j'ai vu les Jeux olympiques à Los Angeles. Et là, je suis tombé sur la finale du 100 mètres. Who's going to be the fastest man in the world? Là, c'était comme
l'homme le plus rapide au monde. Écoute, j'étais fasciné. Je regardais la télé, j'avais les yeux grands comme ça, et je vois Carl Lewis qui gagne. À ce moment-là, il est devenu instantanément mon idole. Moi, c'était Carl Lewis. Après ça, j'étais au coiffeur. J'ai fait la même coupe de cheveux, la même coupe de cheveux que lui. Et là, j'ai commencé à suivre Carl Lewis. Moi, dans ma tête, c'était Carl Lewis, Carl Lewis, Carl Lewis. Et j'ai commencé à dire à tout le monde, la famille, les amis, qu'importe, je veux courir un jour aussi vite que Carl Lewis. Et dans le fond, je me disais, pourquoi pas un jour, je vais courir plus vite que lui. Mais tout le Mhm. monde me disait que j'étais fou. Et ça, sur le coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi les gens me disaient, c'est impossible. Moi, je me disais, mais pourquoi c'est impossible? Je viens de voir, dans ma tête, mon mindset, mon état d'esprit, c'est que je venais de voir un athlète qui est le plus rapide au monde. Oui, il a du talent, il a travaillé très fort, mais je suis un être humain aussi, que j'ai un certain talent dans le sport et je veux faire ça. Et je peux te dire, c'est comme 95% de la société ici qui me disait, Bruni, tu rêves en couleur. Mm. Euh, tu pourras pas. Bruni, t'as même pas d'argent dans le fond pour t'acheter de l'équipement, pour t'entraîner, t'as pas d'argent pour faire les voyages, tu habites dans un quartier défavorisé, oublie ton rêve. Et ça m'avait marqué. Et quand j'ai commencé avec l'entraîneur qui a essayé de me recruter pendant 5 ans, et à un moment donné, je lui ai demandé, je lui ai dit, pourquoi les gens disent que c'est impossible? Et puis lui, il m'a toujours, j'étais chanceux aussi, j'aime pas dire le mot chance, mais c'est vraiment ça. J'ai été chanceux aussi que, premièrement, j'ai eu euh, encore plus ma mère qui m'a toujours dit, tu peux réussir tout, tu as tout ici. Justement, j'allais te demander, cet état d'esprit, il vient aussi de ton éducation, probablement. Absolument, ça vient de mon éducation. J'ai eu ma mère surtout. Ensuite, j'ai eu ce premier entraîneur-là. Lui, dans le fond, qui me parlait à l'âge de 17 ans, le pouvoir du cerveau, le pouvoir du mindset, à un tel point, au début, je me disais, mais il est fou, quoi, lui. Il me parle de, Bruno, tu sais que l'être humain n'utilise pas assez son cerveau, tu peux faire de la visualisation. Moi, je me suis dit, mais c'est quoi ça, la visualisation? Il me dit, mais le monsieur que tu viens de voir, ton idole, Carl Lewis, essaye, ferme-toi les yeux après l'entraînement, qu'importe, et essaye de te voir que c'est toi qui cours encore plus vite que lui. Et j'ai Mhm. adhéré à ça. J'ai adhéré à ça. J'ai commencé à le faire. Je l'ai fait après les entraînements et tout ça. Des fois, avant de dormir, je mettais ma petite musique, puis je me voyais courir. Et les gens qui continuaient à rire. C'est pas grave. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que le plus que tu le fais, tu as encore plus confiance en toi. Et moi, dans ma tête, dans mon esprit, je me disais, un jour, je vais le faire. Est-ce que ça a été long? Absolument. Mhm. Est-ce que ça a été difficile? Absolument. Est-ce que j'ai frappé des murs? Beaucoup. Mais le résultat, persévérance, c'est que 15 ans plus tard, à l'âge de 32 ans, et même vous voyez des fois le regard des autres, la critique et ainsi de suite, même quand on a gagné à Atlanta le relais, j'avais 29 ans, on me disait, et c'était dans les journaux même, bon ok c'est bon, on a gagné, tout ça, Bruni, il a 29 ans, il va avoir 30 ans, quand est-ce qu'il prend sa retraite? C'est fini quoi. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose d'autre là. Je me suis dit, j'ai pas terminé. Malgré ce que vous dites, premièrement, pour moi, je vais continuer et vous allez voir. Et à l'âge de 32 ans, 15 ans plus tard, après le rêve, je vais au championnat du monde. Maurice Green, l'américaine, 9,80. On a fait photo finish. Et je vois Bruni sur un 9,84. J'ai dit, OK, yes, je suis redevenu l'un des hommes les plus rapides, mais je n'avais pas compris encore. J'avais pas encore compris qu'est-ce que cette définition de 9,84 voulait dire. Et sans exagérer, c'est 2 heures plus tard. Parce que là, on fait les entrevues, il y a la cérémonie de médailles, on célèbre et tout ça. Et les médaillés, automatiquement, on se fait tester, les tests antidopage. Et là, je suis assis, ma conjointe est à côté de moi, et c'est comme si je redescendais sur terre. Là, j'étais sur un nuage, là. C'était l'euphorie. Et là, soudainement, je lui dis, j'ai couru 9,84. Elle me dit, ouais. Et puis là, c'est comme un film
qui est arrivé subitement, très rapide. Je me revoyais à l'âge de 17 ans, justement, oui, dans le quartier défavorisé. Je regardais Carl Lewis et que quand je disais aux gens, ben, moi, ça va être ça plus tard. Et que les gens qui trouvaient ça drôle, les gens riaient de moi, se foutaient de ma gueule, et ainsi de suite. Et le film s'est terminé par mon entraîneur qui me disait justement visualisation et il m'avait donné une citation qui est "The me I see is the me I'll be." Le moi que je vois est le moi que je serai. Mhm. Et ça, je l'avais vu là longtemps et pouf, 15 ans plus tard, c'est la réalité. Quand j'ai réalisé ça, tout mon corps s'est mis à trembler. C'était comme wow, c'est fou, c'est fou. C'est comme oh my God, oh my God, oh my God. Puis là, un moment donné, après quelques temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire avec ces médailles, ces titres et ainsi de suite? Est-ce que je vais comme le garder pour moi ou je vais essayer de, avec toute humilité, de partager, de dire aux jeunes, de dire aux entrepreneurs, de dire à tout le monde, mais croyez en vos rêves. Oui, on a des doutes, on est des êtres humains. Mm. Oui, des fois, ça peut être difficile et ainsi de suite, mais guys, go, 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 go. Et aujourd'hui, j'ai cette chance-là de le faire. Je suis très, très reconnaissant. Mm. Mais comment on reste motivé quand on atteint l'objectif qu'on s'était fixé aussi longtemps avant, quand on a travaillé si dur pour un objectif et qu'on l'atteint? Comment on reste motivé après ça? Mais vous savez, moi, je suis de l'école, le dépassement de soi. Euh, Tant qu'on est dans ce rêve-là, euh, on peut déjà identifier où est-ce qu'on peut s'améliorer. Déjà dans cette course de 9,84, j'avais, je l'ai tellement couru dans ma tête, c'est une question de sensation aussi, et même dans la course, même si ça va très vite, et 9-8, ça va très vite, en même temps, dans notre tête, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de séquences. À 30 mètres, voici où est-ce que je dois me sentir, mes bras. J'avais déjà identifié où est-ce que je pouvais m'améliorer. Ok. Et avec mon entraîneur, dès qu'on s'est revus, on était tellement connectés aussi. Il m'a dit, tu sais que c'était une course de 9,76? J'ai dit, oui, je sais. Et on a identifié exactement où est-ce que j'ai fait une petite erreur technique Mhm. qui aurait pu me permettre de faire 9,76 à l'âge de 32 ans. Et c'est ça que j'ai essayé de faire par après. C'est pour ça que quand j'ai pris ma retraite, quand j'ai arrêté à l'âge de 35 ans, j'ai dit ouvertement, la nouvelle génération vont courir 9,6. Encore une fois, que j'ai pas compris, beaucoup de gens disaient que j'étais fou. Je vous jure, beaucoup de gens, bah, Bruni, t'exagères. 9,6 sur 100 mètres, ben voilà, non, non, oublie ça. C'est fou. Et juste pour te dire la petite histoire, même pas un an plus tard, il y avait les championnats du monde des jeunes. C'était au Québec, à pratiquement 1 heure et demie de chez moi. Et il y avait un Mhm. jeune qu'on attendait sur le terrain. Ah, il y a un jeune Jamaïcain, Usain Bolt, quelque chose comme ça. Il est pas mal. Il est pas mal. OK. Et je travaillais pour la télé. Et les gens de la télé me disent, Bruni, rassure-toi de faire une entrevue avec lui parce qu'on veut avoir pour nos archives. J'ai dit, OK, pas de problème. Et la première fois que je vois le jeune Usain Bolt gagner le 200 mètres, j'ai fait une entrevue avec lui. 2 minutes. Body language, son langage Mhm. corporel, la technique que j'ai vue. Encore une fois, après l'entrevue, j'ai dit encore. Moi, j'ai pas peur d'annoncer, de faire des prédictions. Si je me trompe, je me trompe. Il n'y a personne qui va me tuer. Hein? C'est comme, vas-y. Et j'ai dit, ah, c'est ce jeune. J'ai dit, ce jeune, d'après ce que j'ai vu, je lui donne 5 ans. Non seulement qu'il va battre le record du monde, il va détruire le record du monde, qui était dans ce temps-là 9,79. J'ai dit, ce jeune, dans 5 ans, je le vois courir 9,6. Bruni, t'es fou, t'es fou, t'es fou. OK, je suis fou. Et qu'est-ce qui est arrivé? 2008, Jeux olympiques, Pékin, record du monde 9,6. Et vous savez, tantôt, quand vous m'avez posé la question, comment on reste motivé quand on atteint notre but, comment essayer de faire plus,
la même soirée. Savez-vous qu'est-ce que Usain Bolt a dit? Il venait de faire 9,6. Il avait une avance, une coche sur tous les autres, avec tout le respect que j'ai pour les autres athlètes. La même soirée, il dit maintenant, je vais courir 9,5. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait déjà identifié où est-ce qu'il peut s'améliorer. Un peu comme Mm. l'analyse que j'ai faite auparavant. Vous savez, c'est ça le mindset. Et ensuite, quand tu te retiens, quand tu vas vivre ta vie, mais ça va être la même chose. Dans tout ce que tu vas faire, ben écoute, tu as un but. Quand je vais dans les entreprises, exemple, je dis, oh, OK, cette année, vous avez atteint vos chiffres. Bravo, on célèbre, on fait la fête. Bah, bah, bah. Mais rappelez-vous, l'année prochaine, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on se dit, ben, oh, bof, on a atteint nos buts, on s'assoit sur ses lauriers? Ou on se dit, ben écoute, si on a réussi ça, est-ce qu'on peut réussir plus? C'est ça, là. C'est dans tout. Le parallèle se fait dans tous les domaines. Est-ce que le risque, c'est pas d'être éternellement insatisfait, de pas réussir à se réjouir quand on atteint un objectif? C'est pas de ne pas se réjouir, c'est oui, on se réjouit. Écoute, moi, quand j'ai fait, exemple, moi, quand j'ai fait le 9,84, écoute, c'était l'euphorie. Je vous ai dit, écoute, j'ai réalisé ça, je tremblais, c'est le fun, c'est comme, wow, on a réussi. Mais si, par exemple, que tu as réussi quelque chose, tu fais la fête et que tu sais que tu peux faire plus, est-ce que tu dis, bah, j'ai pas besoin ou tu dis, tu y vas? Mais en Mhm. fait, la satisfaction, c'est ça. C'est pas de se dire qu'on n'est pas satisfait. Oui, on est satisfait. Sur le moment, on fait la fête, on célèbre. Mais après ça, il y a d'autres choses. Pendant combien de temps on veut célébrer? Pendant 10 ans Mhm. sur le même truc ou on veut avancer? On veut sortir de notre zone de confort et on veut faire d'autres choses aussi. C'est ça. Moi, je dis, dès, dès on est vivant, il y a des trucs qu'on peut faire, sortir de sa zone de confort, des challenges, des défis. Parce que moi, pour moi, je dis, écoute, si on n'a pas ça, c'est comme, je sais pas, c'est à chaque jour on se lève, ben, c'est quoi? OK, on fait la petite routine, puis pour moi, c'est plate, ça. C'est pas... Moi, j'ai besoin de quelque chose pour me stimuler. On a besoin de quelque chose pour se stimuler. Sinon, on meurt. J'ai regardé ton TED Talk dans lequel tu parles de Barcelone 92 et de Mhm. l'erreur que tu as faite quand, en fait, tu t'es presque surpris de te rendre compte en finale que tu étais devant les autres. Ça t'a perturbé, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? T'es arrivé quatrième? Ouais, que Barcelone, j'ai terminé quatrième. Mais ça, c'est une des expériences de ma carrière aussi, que je me suis laissé, je pourrais dire, influencer par le regard des autres. Mhm. Et ça, j'ai beaucoup appris de ça. Oui, quand même, j'étais satisfait parce que mon objectif pour Barcelone, c'était cinquième. J'ai commencé à sprinter sérieusement parce qu'avant, je faisais du saut en longueur, mais je commençais à sprinter en 89 et 89, 90, presque 3 ans et demi plus tard. Bon, je participe aux Jeux Olympiques comme sprinter. Mais là, les gens disaient déjà, bon, ben, Bruni, avec 3 ans d'expérience, on garde comparativement à Linford Christie, les Américains, les Nigériens dans ce temps-là qui étaient une puissance dans le sprint. Et mon objectif à moi, c'était de terminer cinquième. Et même dans les entrevues pré-olympiques, je disais, ben moi, je veux terminer cinquième. Mhm. Et le regard des autres, on le sent, on le voit. Le body language, le langage corporel des gens, on le voit. Et je voyais, quand je faisais des entrevues, les journalistes, c'est comme, waouh, cinquième, c'est comme, il exagère. Et en plus, je suis un gars qui est très curieux. En arrivant à Barcelone, j'achète tous les journaux. Parce qu'on parle de prédiction, qui va gagner le 100 mètres, et ainsi de suite. J'achète tous les journaux et j'arrive à l'hôtel, je commence à lire. Premier journal, le nom de Bruni Suren est nulle part. Deuxième journal, je suis nulle part. À la télévision, les prédictions, qui va être les finalistes, je suis nulle part. Et là, je me suis dit, ah, ok, ben Bruni, peut-être que j'exagère vraiment, parce qu'il n'y a personne. Ok, ben, je sais pas, je vais comme ça. Et je commence à faire mes qualifs, quart de finale, demi-finale, j'arrive en finale. Et là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais là? C'est comme si j'étais un imposteur presque. Qu'est-ce que je fais là? Et je me rappelle, j'étais dans le couloir numéro 1 et je regardais les 7 autres et je me suis dit, bof. Dans ma tête, au départ, les autres vont être en avant, c'est fou. Et je commence à courir à 10 mètres. Je vois personne dans mon champ de vision. 20 mètres, personne dans mon champ de vision. À 30 mètres,
Là, je me suis dit, ça se peut pas. Jusqu'à 50 mètres, j'étais premier. Tu perds le contrôle et je termine quatrième. J'étais comme, wow, l'objectif est atteint parce que je voulais être dans les top 5. J'arrive 4. Mais après la compétition, j'étais tellement fâché, mais contre moi. J'étais pas fâché contre le journaliste ou les gens ou les journalistes qui écrivaient. J'étais fâché contre moi parce que c'est moi qui a permis, c'est moi qui a cru à ça. Là, je me suis dit, waouh, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Même après ça, tout de suite après, j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif pour solidifier encore mon niveau de confiance, mon état d'esprit et ainsi de suite. J'ai travaillé 6 ans d'affilée avec ce psychologue. Après ça, moi, c'était comme rien n'est impossible. Rien, rien, rien n'est impossible. Tout se passe, tout se passe là-dedans. C'est tout. Ouais. J'ai appris de ça. Et t'as rebondi dès l'année suivante, non? Quand t'es devenu champion du monde en salle du 60? Ouais, tout de suite après ça, bon, j'ai commencé à travailler avec le psychologue sportif. C'est là qu'il m'a dit, bah, justement, le regard des autres, en plus, de pas se fier à ça. Et puis, il y avait un autre facteur aussi, c'est qu'on parle, ben, encore aujourd'hui, on parle du dopage sportif aussi et tout. Et puis, même dans ce temps-là, j'entendais des histoires incroyables. Des histoires de dopage, de trucs, de trucage et tout ça. Puis là, à un moment donné, je me disais, à cette période-là aussi, je disais, mais comment je vais faire, moi, avec tout ça? Comment je vais faire, moi, avec des gens qui vont tricher? C'est comme si j'étais sur la ligne de départ, mais eux, ils avaient déjà 2, 3, 4 mètres en avance. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et ça, je le disais. Je faisais des entrevues, sans nommer de nom, évidemment, parce que tu te fais poursuivre. Je disais, c'est pas juste. Et le psychologue, quand il a commencé ça, il m'a dit, tu m'arrêtes ça tout de suite. Il dit, tu m'arrêtes ça. Il me dit, est-ce que les gens qui veulent prendre du dopage ou quoi que ce soit, est-ce que toi, tu as le contrôle de ce qu'eux vont faire? J'ai dit non, mais tu m'arrêtes ça. Il me dit, à partir de maintenant, sur quoi que je veux que tu te concentres, tu as ton couloir, tu as ta ligne de départ, la ligne d'arrivée et tu te concentres là, c'est tout. Je veux même pas que tu regardes qui est à ta droite, qui est à ta gauche, tu t'en fous de ça. Puis moi, j'avais cette idée-là aussi de dire, OK, bah, parce que je regardais au point de vue de physionomie des athlètes que tu vois et que tu vois, genre, 1 mois et demi, 2 mois plus tard, la transformation me dit, oh là là, j'ai dit, ben wow. Et quand il y avait des histoires, je faisais ça parce que ça me dérangeait. J'ai dit, je ne veux plus rien savoir. C'est un problème qu'on a encore aujourd'hui. Et malheureusement, je crois qu'il va toujours y avoir des gens qui vont essayer de bypass, d'essayer de jouer à travers le système. Mais yeah, chacun fait ce truc. Moi, j'ai pas le contrôle sur ça. Ils subiront les conséquences, c'est tout. Je sais que t'aimes particulièrement ta discipline, le 100 mètres. Ça doit un peu te désoler de te rendre compte que quand un sprinter perf, beaucoup de gens n'arrivent pas à y croire. Ils se disent que c'est trop beau pour être vrai. Sans être naïf pour autant, Ouais, c'est sûr que c'est un peu triste de ouais. voir que beaucoup de gens n'arrivent plus à y croire. C'est triste. Ah oui, c'est triste. Même après la retraite, bon, si on parle de Usain Bolt, exemple, moi j'entendais plein de trucs de qui est arrivé au record du monde. Ah, ben, ça doit être une histoire de trucs de dopage, encore tout ça. Puis moi, je disais, non, mais écoute, moi, je sais pertinemment que humainement, c'est possible. Je le disais, mais quand tu as plein de monde comme ça qui vont dire, écoute, à un moment donné, je peux pas, je peux pas passer ma vie à. Là, à un moment donné, je dis, ben, écoute, croyez ce que vous voulez, puis on avance, quoi. Mais c'est dommage, c'est dommage. Parce que c'est sûr que dès qu'il y a une performance, ah, il y a un soupçon qui arrive. Comment tu gérais la pression des grands rendez-vous? Est-ce que c'était une adrénaline qui te plaisait ou c'était une pression supplémentaire que tu avais du mal à gérer? C'est difficile. C'est difficile. Mais qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est au point de vue de visualisation, méditation, calme, j'ai la famille. Oui, j'allais m'entraîner, mais quand j'arrivais à la maison, mais c'était la famille. Moi, à la maison, c'était quand j'ai eu les enfants, c'était ma conjointe et ainsi de suite. Mmh. Le sport, j'essayais le plus possible de laisser en dehors de la maison. C'est ça qui créait mon équilibre, dans le fond. Il y a des gens qui disaient, ah, ben Bruni, ben écoute, premièrement, il se marie, après ça, il va avoir des enfants, c'est une distraction. Moi, ça a été l'inverse. Ça a été, c'était mon équilibre. C'est ça qui qui m'aidait à passer à travers toute cette pression-là. Mais c'est énorme. À un moment donné, j'ai même dit à mon entraîneur,
avant d'aller, je sais pas si c'était aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde, on était à l'entraînement, on se préparait et je voyais le build-up. Parce que là, tu as des demandes d'entrevues, les championnats du monde, les Olympiques arrivent, la pression monte. Et à l'entraînement, j'ai dit à mon entraîneur, je risque pas de faire une crise cardiaque. Parce que tout le temps comme ça, chaque année, il y a quelque chose de gros, la pression, les attentes et tout. Et puis il me dit, bah, je sais pas. Là, je suis comme, parce que c'est ça, c'est beaucoup de pression. Mais moi, qu'est-ce qui m'a aidé vraiment, c'est vraiment le côté méditation pour te ramener. Il y a un moment donné, je lisais un truc que Usain Bolt disait même, qui disait, ben, vous voyez, avant de courir, je rigole, je parle, je fais des blagues et tout ça, mais tout le côté de cette préparation psychologique-là, lui, il fait la veille. Il fait un jour avant pour dire, ben, écoute, voici l'état, les attentes, et ainsi de suite. Il fait son travail. Et sa façon d'évacuer justement ce stress-là, c'est de, bon, ben, distraction. Mais la préparation, il l'a déjà faite auparavant, c'est ça qui comble, qui réussit à faire ça. Mais parce qu'on a vu des athlètes dans. Moi, je vous ai dit, ça m'est arrivé en 96, les attentes, tout ça, mon mindset n'était pas là, la pression et tout. On a vu plein d'autres athlètes en saison régulière qui vont performer, puis là, tu arrives à un championnat, pouf, ça passe pas. Et là, après le championnat, il y a d'autres compétitions, puis pouf, ils recommencent à performer. Qu'est-ce qui s'est passé au championnat? Mais c'est ça, c'est cette pression-là. Si tu ne sais pas comment le gérer, ça peut te détruire. C'est fou. Mais c'est extrêmement difficile. C'est pas facile. Mais tu vois, c'est triste parce que quand tu dis ça, il y a tout de suite un nom d'athlète qui me vient en tête de quelqu'un qui était toujours Ouais. très très bon en meeting, mais qui en grand championnat passait souvent à côté. Mais j'en ai aussi l'exercice, c'est pas de dire, bon, telle athlète ou telle athlète, mais c'est arrivé quand je faisais la télévision et j'ai mon entraîneur qui était sur la piste d'échauffement. Et avant d'entrer en finale, moi, je l'appelais, on se textait plutôt pour dire, ben, qu'est-ce qui se passe là-bas? Puis il m'a dit, ah, ce nom-là, cet athlète. Parce qu'il a dit, à l'échauffement, il fait des 20 mètres, des 30 mètres. Il n'a jamais vu ça. C'est sûr qu'il gagne. Et même avant, il faisait des scores incroyables. Et moi, j'arrive, je dis, OK, tel athlète, il va gagner. Et on arrive, 5e. Je suis comme, oh, wow, qu'est-ce qui s'est passé? OK, championnat, whatever, ça termine. Et quelques temps après, 2, 3 semaines plus tard, tac, record. C'est ça. Cette pression-là, je te dis, ça peut soit vraiment te propulser ou ça peut t'amener vers le bas aussi. Mais comme je dis souvent, nous sommes des êtres humains. Ça peut arriver à tout le monde, mais on espère que. Mais la clé vraiment, c'est de passer à travers ça. Mais c'est pas, c'est fou. La pression est énorme, énorme. Est-ce que l'étape de la chambre d'appel est problématique aussi parfois? Quand certains essaient de déstabiliser les autres, peut-être de faire de l'intimidation? Ah, mais oui, mais oui. La chambre d'appel, là, ça se passe, c'est que, on va dire, pour les gens qui sont peut-être un peu moins familiers avec, on va dire, l'athlétisme, avant d'arriver au stade principal, vous avez la piste d'échauffement. Déjà là, il peut y avoir d'intimidation, des petits regards, des paroles directes, indirectes qui se fait. Et là, on va vérifier ton équipement et tout. Mais la chambre d'appel, c'est comme une chambre avant que tu ailles au stade. C'est là que la préparation finale, bon, avant que tu arrives au stade, mais c'est là que de plus en plus la tension monte. Puis c'est là aussi qu'il y a des gens qui peuvent, c'est comme un boxeur là, qui arrive comme, c'est fou. T'es dans un état là, t'es pompé, c'est fou. Et moi, j'appelle ce couloir-là le couloir de la mort. Moi, c'est mon expression. Parce qu'avant d'arriver au stade, c'est comme un genre de petit tunnel pour traverser, pour aller au stade. Et là, tu arrives au stade, ben là, écoute, c'est le spectacle. Moi, j'ai payé mon billet, tu me fais un spectacle. Tu cours le plus vite, je veux que tu fasses un record. C'est ça les attentes. Mais nous, comme athlètes, on le sait ça. On le sait que quand on arrive là, tu sais que, bon, ben, t'as tes sponsors, t'as ta famille qui te regarde, t'as les téléspectateurs, t'as les spectateurs qui sont là et qui s'attendent à voir un spectacle. Les spectateurs sont très exigeants aussi, mais tout ça, on le sait, là. C'est pour ça que je dis tout ça, ben, écoute, c'est pour passer à travers tout ça, ouf,
C'est fou. Mais oui, il y a beaucoup de pression. Je vous dirais que dans mon temps, il y avait plus d'intimidation. Il y avait des choses qu'on se. Moi, j'étais plutôt le côté. J'avais ma musique et je voulais même pas te parler. Parce que tu essaies de me dire des trucs, non, 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 j'ai ma musique, viens pas me voir, je te connais pas, j'ai mon entourage immédiat et that's it. Mais il y en a qui essaient de marcher devant toi avec le torse bombé. On pourrait dire des trucs comme à Atlanta, Canada, we're gonna kick your ass. Ça se disait ça là. Aujourd'hui, c'est moins. Ils vont plus se parler aussi. Puis la personne qui a changé cette donne, c'est Usain Bolt. Mhm. On a vu Usain Bolt quand il est arrivé, bon, il parle, il fait des blagues, il va parler avec ses compétiteurs et tout ça, nan, nan. Peut-être c'est sa façon aussi d'essayer d'intimider les autres. Mais après ça, on voyait les autres athlètes l'ont imité. Parce que sûrement ils se sont dit, ben, si ça fonctionne pour lui, on devrait peut-être faire la même chose. Il y avait cette nouvelle génération-là, que eux, c'était plus souriant, ils faisaient des blagues devant la caméra avant de courir, ils faisaient toutes sortes de machins, de grimaceries qui faisaient partie du spectacle. Ça, c'est bien correct. Mais avant ça, dans mon temps à moi, nous, tout le monde était sérieux. Comme tu vois, comme moi, comme Linford Christie, que j'ai beaucoup appris de lui, c'était comme regard glacial, il ne veut pas parler à personne. Moi, j'étais de cette école-là. Mais c'est deux générations vraiment, vraiment différentes, là. Je voulais aussi te parler de ta relation avec Donovan Bailey, parce que, Mhm. évidemment, vous avez été coéquipiers, vous avez gagné l'or olympique ensemble, mais vous avez été aussi adversaires. Et tu me corriges si je me trompe, mais vous co-détenez le record du Canada du 100 mètres. Ouais, exactement. Ouais, 9,84. Mais c'est une relation, je pourrais dire love-hate. Love-hate, love-hate, love-hate. Puis c'est comme cette relation entre le 100 mètres et le relais. Souvent, c'est ça que ça fait. Un 100 mètres aussi, c'est très, comme dans beaucoup de sports, c'est égaux. Tout le monde veut gagner. Que tu sois, même si je dis j'ai pas de frère là, même si mon frère était sur la ligne de départ, écoute, moi je veux gagner, lui veut gagner, on prend tous les moyens nécessaires pour arriver là. Et ça, qu'est-ce que ça fait forcément? C'est que des fois, en dehors de cette compétition-là, ça peut créer quand même des flamèches. Ça peut créer des flamèches aussi, ben écoute, tu viens de gagner, mais comment tu vas célébrer? Écoute, si tu viens célébrer trop devant ma face, écoute, peut-être que je vais pas aimer ça. Des trucs que tu vas dire après aux médias, si tu me blesses, je vais pas aimer ça. Et c'est ça, après, ça peut amener cette chicane à l'extérieur du stade. Puis, qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est qu'on arrive aux 100 mètres où est-ce que c'est comme ça. Et dans un championnat, bon, ben, le lendemain ou 2 jours plus tard, ah, you are my brother, t'es mon Mm. frère, on est en relais ensemble. Tu vois, c'est comme, c'est difficile. Puis même après ma génération aussi, j'ai parlé avec d'autres sprinteurs, puis c'est la même chose. Ils me disent que oui, j'ai mon coéquipier, qu'on représente le même pays, euh, on fait le relais ensemble, mais le 100 mètres, oui, on est amis, mais tu vois, c'est comme une relation vraiment love-hate. Il faut vraiment savoir comment dealer avec ça. Puis moi, avec Donovan, oui, ça va bien, mais je me rappelle, dans le parcours, il y a 2 périodes, c'était presque, presque au cou, là. Aujourd'hui, on en rit. Ben, dans ce temps-là, c'était pas drôle. Il n'y a pas eu une histoire que sur certains passages de témoins, il avait du mal à te faire confiance, il se retournait pour voir si tu étais là? Ouais, il y a eu cette histoire. Puis moi, même à un moment donné, j'avais confronté à l'entraînement. Puis ça, c'est des fois la façon que tu vas parler avec l'autre. Il y a la question de ego aussi, que je suis pas entraîneur, mais je suis un collègue. L'entraîneur l'a pas dit, mais c'est moi qui l'a dit. Après ça, bon, c'est qui termine la course? Pourquoi tu veux terminer la course? C'est moi le plus rapide? Non, c'est pas ça, ta. Mais tout ça, tu sais, à un moment donné, chacun a sa fierté aussi. Puis, ben, dans le fond, c'est ça que ça crée. Ça crée des frictions. Mais pour revenir à tout ça à Atlanta, on a réussi justement à enlever tout ça. On était comme ça. C'est pour ça qu'on a passé à travers. Mais si on était dans une situation comme, OK, ben ça marche pas, pourquoi si
jamais, 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 jamais on aurait gagné la médaille. Jamais. Ça, je le crois à 100%. Puis même quand je regarde la génération actuelle, exemple avec, si je prends juste André de Grasse, exemple, où est-ce que, si on parle au point de vue marketing, si on parle au point de vue monétaire, son statut, que c'est le big star, on va dire, mais s'il avait une attitude avec les autres membres de l'équipe canadienne, que, bon, ben écoute, c'est moi le star, puis avec l'équipe qui se montre supérieure, jamais on aurait ça. Et moi, je le vois, j'ai eu plusieurs fois de le voir à l'entraînement, en camp d'entraînement avec les boys qui sont comme ça. Il se prend pas la tête. Et c'est ça qui me permet aussi de dire, ah, on est bon. Mais s'il avait juste cette attitude-là, bon, ben écoute, je suis meilleur que les autres, jamais j'aurais osé dire, bon, ben écoute, on va gagner. Jamais, jamais, jamais. C'est la clé. Et les Canadiens, quelle que soit la génération, vous pratiquez plus les passages de témoins que les Américains ou les Jamaïcains? Oui, il y a ça, il y a ça. Les Jamaïcains, je sais pas, mais c'est sûr que comparativement aux Américains, oui, parce que je vais souvent aux États-Unis. Bon, je vois les gars, je connais qu'est-ce qui se passe en background, parce que j'ai plusieurs entraîneurs que je connais. Mais du côté jamaïcain, j'en connais pas beaucoup. Mais si on compare Canada et États-Unis, oui, on pratique beaucoup plus que les Américains. Et ça se voit aussi dans les compétitions. Ça se voit, ça. Je voulais aussi que tu reviennes sur quelque chose que je t'ai entendu dire dans d'autres interviews, sur le fait que tu remarquais dans certaines de tes interventions que les gens avaient souvent du mal à parler de leurs ambitions et de leurs objectifs. Ouais, mais ça, c'est un constat que j'ai réalisé il y a une couple d'années, où est-ce que j'étais dans une école primaire, justement. Puis les jeunes, bon, on avait du plaisir, on parle, les jeunes voulaient courir contre moi, tout ça. Puis j'ai posé une question comme ça, je dis, écoute, moi, ça a été mon rêve, je leur montre la vidéo, la médaille, tout ça, les jeunes sont contents. Puis là, je dis, est-ce qu'il y en a qui, peut-être deux ou trois, parce qu'on est beaucoup, on était peut-être 200 dans le gymnase, je dis, qui viendraient en avant avec moi, puis que vous allez vous aussi partager qu'est-ce que vous souhaiteriez, c'est quoi votre rêve. Écoute, à ma grande surprise, moi, il y a plein d'élèves qui voulaient venir en avant. J'ai dit, écoute, peut-être deux, trois seulement, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Fait que là, j'ai trouvé ça plaisant. C'est comme, oh, wow, c'est fun. Là, je dis, ben, je vais continuer à le faire. Là, à un moment donné, je le fais dans une école secondaire maintenant. Là, je me suis rendu compte que l'école secondaire, c'est un petit peu plus difficile. Mm. Tac, tac, tac. Mais des fois, je vais les challenger. Dire, OK, let's go. Si vous levez pas la main, c'est moi qui va choisir, ainsi de suite. Nan, nan, nan. Puis là, j'ai continué entrepreneur, des adultes. Même exercice. Et là, tout le monde se regarde. On veut pas. Mais après ça, je dis, écoute, je vais rester. Après la conférence officielle, je reste un peu. Je peux vous donner 30 minutes, une heure. Moi, je m'en fous, je suis là. Si vous voulez venir me parler, me poser des questions, partager votre rêve, je vais être là. Et là, j'ai commencé à voir les gens avec les yeux comme ça, souriants, qui me partagent des trucs, mais vraiment personnels. Des rêves. C'est fou. C'est passionné. Moi, je dis, écoute, c'est tellement beau. C'est, c'est beau votre défi. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait devant tout le monde? Parce que pour moi, qu'est-ce que ça fait? Ça va inspirer. Ça va inspirer d'autres gens aussi pour dire, ah, ok, c'est le fun. Que moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux faire tel truc. Et là, les gens me disaient, ben écoute, je veux pas qu'on rit de moi. Ça revenait souvent. Je veux pas qu'on rit de moi. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Et là, je me suis mis à dire, c'est presque tout ça. Là, je me dis, ok, vous faites pas, donc vous basez vos trucs par rapport à qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont faire. Écoute, oubliez ça, là. Moi, comme je me disais, j'ai encore un coach, il me dit, écoute, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est pas de votre problème. Vous y allez. Let's go. Cette gêne-là, on vit le regard des autres. T'en fous? Les gens vont rire. OK, so what? Puis, so, that's it. Puis moi, c'est comme sortir, c'est comme une affirmation. Puis ça, à un moment donné, j'ai fait cet exercice à un jeune, on était au secondaire, puis il voulait pas. Puis ils étaient comme quatre cinq gars, puis un de leurs amis nomme son nom pour qu'il vienne en avant. Et là, ses autres amis commençaient à dire son nom.
Là, tout l'auditorium dit le nom du jeune. Et moi, à un moment donné, je regarde le jeune. Écoute, il était terrorisé. Il était rouge. Et soudainement, je me suis dit, ce jeune-là, c'était moi au secondaire, à l'école. J'étais le petit gars timide qui voulait toujours comme ça, dans sa coquille. Et j'avais toujours ma mère qui me disait, allez, mon petit gars, t'es capable, t'es capable. Là, je dis, je ne vais pas le laisser comme ça. On va briser la glace. Je vais l'aider à sortir de sa coquille. Je l'ai appelé en avant. J'ai dit, écoute, je te jure, je vais être à côté de toi, ça va bien aller, je te le promets. Finalement, le jeune est venu. Et il a raconté son rêve. Et tout de suite après, il avait le grand sourire comme ça. Et tout le monde s'est mis à applaudir. On était à peu près 500. Il venait de se passer quelque chose. C'était beau à voir. C'était fou. Mais savez-vous quoi? Le jeune, après, j'arrive à la maison sur mon téléphone, mon Instagram, nouvel abonné. C'était lui. Il m'a dit merci, Monsieur Serin, merci de m'avoir forcé à faire cet exercice. Je suis tellement motivé. Maintenant, pour moi, c'est un second souffle. Merci. C'est comme, oh, yes. Yes. Mais c'est ça que ça fait. Parce que des fois, on est comme, ah, je sais pas, je suis timide. Non, sors, vas-y. Let's go. That's it. Puis des fois, je me dis, écoute, à chaque semaine, je parle devant je sais pas moi, 500, 1000 personnes, presque à chaque semaine. Puis je me rappelle, petit, à l'école, on était peut-être une vingtaine, 25 dans la classe, et quand on avait des oraux à faire, j'étais terrorisé. Je ne dormais pas la veille. Puis là, aujourd'hui, regarde. Fait que moi, pour justement aider le plus que je peux encore, avec toute humilité, ben écoute, moi, j'encourage les gens. Vas-y, vas-y, vas-y. Hier, j'ai eu une journée vraiment incroyable. J'ai eu la chance, j'ai fait 2 sessions de coaching. Après ça, moi-même, j'ai eu du coaching avec un entrepreneur, mais un entrepreneur qui est là. Mais c'est comme ça se passe. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu prends, t'encourages, tout le monde essaie de s'inspirer. Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire le plus que je peux. C'est beau quand même ce que le sport de haut niveau peut inspirer. C'est une conversation que j'ai eue avec Stéphane Diagana quand il a Mhm. participé au podcast. Parce Ouais. qu'il disait, oui, c'est vrai que comme ça, on peut se dire que le sport, c'est futile. Lui, il prenait l'exemple du 400 mètres parce qu'en plus, on revient au point de départ, donc ça peut paraître encore plus futile. Mais au Ouais. final, tout ce que ça permet d'apprendre, le sport, Oui. toutes les personnes qu'on rencontre, les choses qu'on apprend, et aussi ce que ça peut inspirer aux autres, en fait, c'est pas futile du tout. Ah non, mais c'est ça. Mais le soir nous apprend tellement. Moi, j'apprends encore. Puis tout ce que j'ai appris dans le sport me sert aujourd'hui. Me sert aujourd'hui à 200%, là. Ah, c'est sûr. Tu as des exemples de choses que tu as apprises dans le sport et qui te servent maintenant? Déjà, le côté travaillant, le côté discipline. Je me lève le matin, j'ai fait ma méditation ce matin. Méditation, visualisation. J'ai mes tâches à faire. Je sais qu'est-ce que je dois faire cet après-midi. Je sais qu'est-ce que je dois faire demain. C'est comme un plan d'entraînement. Comment je vais être meilleur? OK, ben voici ce que je vais faire. Voici où est-ce que je suis rendu dans ma vie, dans mes objectifs. Tout ça, c'est planifié. Mais c'est ça, là. Tout ça, c'est ça. De la business en même temps que ça va pas bien. Est-ce que vous pensez que je vais paniquer? Je panique pas. OK, mais pourquoi ça va pas bien? OK, voici, tatatana, OK, nos prévisions. OK, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? OK, nanana. Le rôle d'un leader, ben c'est ça. On a eu la COVID. Vous savez, moi, qu'est-ce que je faisais pendant la COVID? Je veux pas, comme moi, mais juste pour comprendre l'exercice. Mon mindset, écoutez, j'avais des conférences un peu partout au monde, toutes cancellées, évidemment. On peut pas voyager. J'avais ma collection de vêtements dans les magasins. Les magasins sont fermés. Comme, wow, OK, on fait quoi là? OK, je regarde la famille. Je dis, hey, vous savez quoi? Mais c'est super ça. On a la chance de déjeuner ensemble, on prend notre lunch ensemble. L'après-midi, on va faire notre marche ensemble parce qu'on avait le droit de marcher. On revient et on soupe ensemble à la famille. Notre lien familial est venu encore plus comme ça. Mindset. De plus en plus, on est dans un monde digital, marketing. Je prends un cours universitaire, digital marketing. On apprend. C'est stimulant. All right. Après ça, je reprends un autre cours de négociation à l'université, online. Oh yes, j'apprends. Je vais être encore plus fort. Quand on va sortir de là, je vais être encore plus fort. Après, je vais à l'école business. Le HEC, on appelle ici, à Montréal, dans le commerce de détail.
Mais j'aurais pu rester chez moi pour dire, ah, mais là, écoute, COVID, je peux pas vendre mes flingues, conférence, je voyage pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Et je fais quoi là? Mais ouais, tout ça là. Mais la résilience, c'est ça, hein. La résilience, j'ai eu dans le sport, c'est ça que j'apprends aujourd'hui. Puis j'ai fait plein de Zoom aussi avec pour les jeunes, santé mentale. Ça a frappé beaucoup de monde. Je dis, écoute, let's go les jeunes, let's go. Je sais que vous ne pouvez pas faire votre sport, je comprends ça, mais peut-être dehors, faites un peu d'exercice à la maison en attendant, ça va venir, vous allez voir, ça va être correct. J'essaie le plus que je peux, mais je peux pas faire des miracles. Mais c'est ça, hein. Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du sport que j'ai appris. C'est ça. On fait quoi avec? C'est ça que je vous dis. Puis moi, je me dis, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ben écoute, j'essaie de le transmettre. J'ai vu que tu allais aussi être chef de mission pour Paris 2024 pour l'équipe du Canada. Oui, ouais, chef de mission pour Paris 2024. Ça, encore une fois, c'est un autre truc si on parle de visualisation, de persévérance. Quand j'ai été annoncé, c'est drôle, il y a un de mes amis qui me disait, ah, ben bon, ben, Bruni, ben, ils te l'ont donné. C'est un cadeau, vas-y. Et puis, on a rigolé. Et là, je me suis commencé à me dire, c'est quand donc j'ai commencé à parler avec le Comité olympique canadien pour ce poste-là. J'étais voir mes courriels 2010, que j'ai fait ma première entrevue pour les Olympiques espérer d'avoir les Olympiques de 2012 à Londres pour être chef de mission. 2012, on me dit, ah ben Bruni, désolé, c'est pas toi. Ok, c'est correct. On continue, on reste là. Ben, peut-être 2016, je vais l'avoir. 2016 arrive, ah Bruni, bon, désolé, c'est pas toi. Je dis, oh, wow, oh là là, ok. Là, je me suis dit, ben là, 2012, je l'ai pas eu, 2016, je l'ai pas eu, c'est sûr, à 100%, 2020, je vais l'avoir. Et 2020 arrive, Bruni, tu étais photo finish. Et là, finalement, ça y est. Mais là, le fait d'aller à Paris, bon, si Dieu le veut, on n'est pas encore là. Il y a encore un an et quelques. Le fait d'être le team leader, ce rôle de leadership-là, d'encourager les athlètes, d'être le cheerleader des athlètes aussi, de rester encore dans Team Canada. C'est fou, là. C'est un autre rêve. C'est un Pour autre tous les rêve à sports. réaliser. Tous les sports, exactement. La semaine passée, j'étais à Vancouver. Il y avait les championnats du monde de rugby. Justement, j'ai été rencontrer les athlètes, équipe féminine, équipe masculine, voir la fédération, commencer à avoir cette relation-là, parce que moi, je ne vais pas arriver à Paris, être chef de mission, et je ne connais pas les athlètes, je ne connais personne. Je ne veux pas être chef de mission juste sur papier. Je veux vraiment m'investir dedans, je veux m'impliquer, et c'est exactement ce que je fais maintenant là. Et ça va être bien. Bon, j'ai bientôt fini. Je pourrais te parler des heures, mais je sais que tu aimes beaucoup lire des autobiographies. Est-ce qu'il y en a une qui t'a inspiré particulièrement ou peut-être une personne de façon plus générale qui t'a inspiré? Hum, je lis beaucoup sur les. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup l'entrepreneuriat. Je regarde au Québec, écoute, on a tellement de grands entrepreneurs. J'étais à l'école d'entrepreneurship aussi pendant 2 ans et demi, où est-ce qu'on a des entrepreneurs qui venaient nous voir, qui venaient nous partager leur parcours, nous donner des outils. Et puis moi, j'ai des notes au bureau, là, c'est vraiment incroyable. J'ai découvert d'autres entrepreneurs aussi que je connaissais pas. Mais c'est toujours le fun de voir l'histoire de gens qui partent de pratiquement rien et qui bâtissent des multinationales. C'est fou, là. Moi, j'aime lire, j'aime apprendre d'eux aussi. Comme je te dis hier, justement, j'ai fait 2 sessions de coaching et après ça, j'ai eu un lunch. Et après ça, j'ai visité un bureau. Écoute, c'est la deuxième génération que son père, lui, est parti de rien, de zéro. Et aujourd'hui, je regarde tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il crée. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, ça mérite, oui, c'est une médaille d'or, 2 pieds sur terre. 2 pieds sur terre qui se prend pas, mais tu regardes l'actif de cette famille-là, de ce gars-là, tu te dis, c'est hallucinant. Et il partageait avec moi. Et puis, moi, je posais des questions, hein. Je posais des questions, parce que je veux aussi me nourrir de ça. Puis là, à la fin, il me dit, écoute, Bruno, tu sais que toi aussi, tu m'inspires beaucoup, ton histoire et tout ça. Puis c'est comme, on s'entraide. C'est ça. Mais moi, j'aime ça. C'est pour ça que je me dis, je reçois, je donne et je reçois. Puis le fait de donner aussi, c'est quelque chose que
que j'aime. C'est comme je dis tout le temps, life is great, la vie est belle, la vie est good, on a la santé, la famille a la santé. Si je peux faire encore plus, ben c'est ça que je fais. J'ai ma fondation, ça fait 20 ans. Puis hier, justement, on a eu notre réunion du board meeting de la fondation, parce que j'ai dit, écoute, j'ai dit à mon board, j'ai dit tout le monde, j'ai mis la barre encore plus haute. J'ai dit, oui, je sais que c'est ma fondation, mais vous faites partie du board, donc c'est votre fondation aussi. Et puis, j'ai donné un objectif. J'ai dit, ben, chacun, ben, écoute, voici les objectifs. Avec tout, ça, c'est le minimum. Et si vous pouvez aller chercher encore plus, parce que sinon, on va pas réussir. Je peux pas réussir tout seul. C'est pour ça que j'ai créé un board. Vous êtes là. Et tout le monde était comme go, 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 go. Puis moi, c'était comme mission accomplie. Là, on a du travail à faire. La dernière question, c'est celle que je pose à tout le monde. Ce podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est que c'est un sport universel. Ouais. Quand je travaille pour des compétitions, je me rends compte qu'il y a littéralement tous les pays du monde en athlète. Ouais. Mais je voudrais savoir ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlète. Qu'est-ce que j'aime le plus dans l'athlète? Qu'est-ce que j'aime le plus? Ben, peut-être le côté planif. Qu'est-ce que j'aime le plus? Moi, j'ai beaucoup de respect en sortant de là, même avant, euh, le côté les entraîneurs. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de dire, ben, premièrement, l'athlète et l'entraîneur de créer cette synergie, parce que si l'athlète a un objectif là et l'entraîneur a un objectif comme qui est là ou là, ça marche pas. Il faut être synchro. Et l'entraîneur aussi de dire c'est comme une table à dessin, qui va dire, ben, voici mon dessin, voici mon plan. Et justement, au championnat du monde, tac, c'est là que tu piques. Ça, c'est un art. C'est un art. Puis comme athlète aussi, de vivre ça, de se dire, ben, écoute, bon, cette semaine, on s'entraîne plus. La semaine d'après, les microcycles, mésocycles, microcycles. Hein? Mais ça, c'est fou. Puis quand tu arrives que ça fonctionne, t'es comme, wow, c'est l'euphorie, comme au championnat du monde, exemple. Puis ça, le sport, moi, je le vois comme une beauté. Les gens qui peuvent le voir comme un cauchemar. C'est comme, oui, que tu peux arriver là. Il y a des histoires. Euh, Bonne performance, médaille, contre-performance. Ça fait partie du sport. Et c'est comment tu sors de là aussi, que tu vas grandir avec ça. C'est pas de se dire, exemple, que ça n'a pas réussi, puis là, c'est un cauchemar pour le reste de ta vie ou quoi que ce soit, mais comment tu vas l'utiliser ça plus tard? Parce qu'avec cette histoire, que ce soit positif ou négatif, ou whatever, tu n'as pas réussi ou tu as réussi, mais d'un qu'importe, prends le positif que ça te sert. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la défaite que j'ai eue en 96 aussi, ça me sert. Ça me sert parce qu'aujourd'hui, je sais que si, admettons qu'il y a quelque chose, je frappe un mur, ça va pas bien. Et oh, ok, c'est bon. Pourquoi ça va pas bien? On y va, let's go, on va trouver des solutions. Ça, j'apprends de ça. Mais moi, c'est ça que je trouve beau. Puis c'est ça que je commençais à dire aux athlètes aussi. À Paris, même la population, je commence à leur préparer. On va vivre ça avec nos athlètes canadiens. On va avoir des histoires incroyables. On va connaître nos athlètes. On va célébrer avec nos athlètes, on va pleurer avec nos athlètes. Ça, on le sait déjà, ça va arriver. Et c'est ça que je trouve qui est beau. Mais pour répondre spécifiquement à ta question, qu'est-ce que j'aime le plus? Ben, c'est ça, le côté travail, le côté persévérance, le côté de dépassement de soi. Puis c'est ça que je fais aujourd'hui dans mon quotidien. C'est pareil. T'as jamais voulu être coach, toi? Après la retraite, j'avais mis sur un papier tout ce que je voulais faire, entrepreneur, ainsi de suite, nanana. Il y avait coach. Puis, il n'y a pas eu d'opportunité qui est venue. Et même moi, j'ai été frappé aux portes aussi. Je voyais qu'il n'y avait pas d'ouverture. Puis, je me suis concentré sur les autres objectifs, les autres rêves que j'avais. Et c'est exactement ce que je fais. Mais oui, j'avais voulu être coach à un moment donné, mais il n'y avait pas d'ouverture. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben moi, qu'est-ce que je pourrais rajouter, c'est vraiment le côté revenir sur le côté d'objectif, de rêve, encore à tout le monde dans n'importe quel domaine. Je dis souvent aux gens, quand je parle, je vous demande pas d'être champion olympique, c'est chacun, on a quelque chose à l'intérieur. Des fois, il y a des gens qui me disent, ah, j'ai pas de rêve, mais on a tous quelque chose. Des fois, il est enfoui tellement profond, c'est d'essayer
d'aller le chercher, puis de le faire ressortir, puis de pas avoir peur, malgré les obstacles, malgré le regard des autres. C'est comme, on a une vie à vivre, c'est de le vivre au maximum et sans regret. Sans regret. C'est ça. Puis en tout cas, félicitations aussi pour l'entrevue. T'as bien fait ça, t'as bien travaillé, t'as fait bien tes recherches. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses. Ah, mais c'était bien. Félicitations, félicitations. Merci Bruni. C'est la fin de cet épisode. Merci Bruni d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, allez voir le feed du podcast. D'autres épisodes pourraient vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et s'il vous plaît, parlez du podcast autour de vous. Vous pouvez aussi faire une petite contribution via le lien disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.